Avec le socialiste antisémite Zoran Mamdani en route pour Gracie Mansion, la ville de New York est-elle finie? Ou bien son élection comme maire, le signe avant-coureur pour la communauté juive américaine? Pour discuter de cette évolution inquiétante, nous recevons dans le studio de JNS le rédacteur en chef du magazine Commentary, John Podoretz, mon frère et un New-Yorkais chevronné, expert de la politique de la grosse pomme. Ne manquez pas un épisode inoubliable d'Israël en diplomatique. Shalom, je suis Marc Regev pour une édition spéciale d'Israël en diplomatique. Aujourd'hui, nous allons consacrer toute l'émission à la victoire de Zoran Mamdani à New York et à ce que cela signifie pour Israël, le monde juif et au-delà. Je suppose que je devrais aussi dire ce que cela signifie pour l'Amérique. Avec moi, comme d'habitude, ma co-animatrice Ruthie Bloom. Mais nous avons aussi un invité très spécial. Pour la première fois en 1 an et demi d'Israël en diplomatique, nous avons un invité spécial. Le frère de Ruthie, John Podoretz, qui est le rédacteur en chef du magazine Commentary à New York, parfaitement placé pour partager avec nous sa sagesse sur la victoire de Mamdani. Mais je veux te dire, John, avant que nous passions aux questions, que je dois personnellement te dire que ma famille et moi avons une relation avec le magazine Commentary qui remonte aux années 1960. J'ai grandi à Melbourne, en Australie, qui peut-être pour mes parents était un peu un désert intellectuel. Chaque mois, nous recevions l'édition imprimée de Commentary. Je me souviens de son arrivée et nous en faisions des piles jamais jetées, conservées comme ressources intellectuelles. Donc, ce que vous faisiez à Commentary était apprécié par ma famille à l'époque. C'est un grand honneur. Et à l'époque, Commentary était dirigé par le père de Ruthie et moi, Norman Podoretz. Et c'était le cœur de l'intellectualisme dans le monde juif. Il a été conçu, lancé en 1945 pour expliquer l'Amérique aux Juifs et expliquer les Juifs à l'Amérique. Mais il est rapidement devenu... Des gens l'ont appelé, je ne me souviens plus qui, et plusieurs personnes l'ont appelé le magazine juif le plus important jamais publié, d'une certaine manière. C'est la revue juive la plus importante jamais publiée. Et il a couvert Israël, le sionisme, la communauté juive américaine, la sociologie de la communauté juive américaine, le monde juif après la Shoah, la théologie après la Shoah, le judaïsme après la Shoah, et toutes sortes d'autres sujets comme la politique américaine et la société américaine. Et c'est une publication vraiment unique. Il n'y a rien de semblable. Et allez sur commentary.org pour en savoir plus. Après la promotion, j'ai une question sérieuse à te poser. Oui. Ensuite, je laisserai Ruthie parler. Mais écoute, je ne suis pas new-yorkais. Je ne me soucie pas vraiment du prix des bus à New York, ni de la qualité du système de transport. Je me soucie d'Israël, je me soucie de l'Amérique, et je veux partager avec vous une réflexion. J'ai été l'ambassadeur d'Israël au Royaume-Uni de 2016 à 2020, ce qui correspond aux années Corbyn. Les gens disent que Corbyn était un gauchiste radical, aussi accusé d'antisémitisme et d'être très anti-Israël, non? Il dirigeait un ancien parti traditionnel et l'a poussé vers l'extrême gauche, ce qui posait problème. Les gens parlaient alors, à l'époque, de la corbynisation, de la possible corbynisation du Parti démocrate. Voyons-nous dans ces résultats de New York la corbynisation du Parti démocrate? Oui, enfin, ce n'est pas... Ce résultat à New York intervient après plusieurs années durant lesquelles l'antisémitisme est devenu une opinion courante au sein du Parti démocrate. C'est la véritable consécration de ce phénomène, parce que c'est la plus grande ville d'Amérique. Il y a 8,5 millions d'habitants. Cela en ferait le 11e plus grand État de l'Union si c'était considéré comme un État. C'est évidemment la ville la plus importante des États-Unis, sinon du monde entier. Et c'était... Juste pour vous donner une idée d'où en est New York aujourd'hui, 12% de la population de New York est juive. C'est toujours la plus grande population juive sur Terre. Il y a plus de Juifs à New York qu'à Jérusalem ou à Tel Aviv, environ 2 fois plus qu'à Tel Aviv, plus qu'à Jérusalem, parce que Jérusalem est évidemment à moitié non-juive. Donc New York compte environ 900 000 Juifs. C'est donc la plus grande ville juive. Il y a 70 à 80 ans, New York comptait 31% de Juifs.
Aujourd'hui, elle est juive à 12 ou 11%. Donc, elle est connue comme une ville juive. C'est la ville de Seinfeld, c'est la ville de Woody Allen, c'est la ville où le mouvement juif conservateur a commencé. Au séminaire théologique juif, tu sais, là où j'ai fait ma bar mitzvah, où mes parents ont étudié et se sont rencontrés, et où mon beau-père a été professeur pendant de nombreuses années, la ville la plus juive du monde. Et si tu m'avais dit il y a 20 ans qu'un tel résultat serait possible, que non seulement quelqu'un qui n'était pas... Il y a eu beaucoup de maires non juifs à New York, c'est intéressant. Le maire le plus célèbre et légendaire de New York, Pharaon LaGuardia, qui était maire pendant la Grande Dépression. L'un des grands secrets de son succès était qu'il était juif selon la halakha. Sa mère était une juive séfarade portant le nom de famille Pardo. Et il en a profité. Il se promenait, les Juifs l'adoraient comme les autres communautés l'aimaient parce qu'il parlait un peu le yiddish, même s'il était séfarade, mais il avait appris le yiddish. Et c'était ça, le fameux creuset de New York, où l'on pouvait avoir ce maire à moitié italien, à moitié juif, qui était le grand héros populiste des années 30. Et nous avançons ici. Nous sommes maintenant presque 100 ans plus tard. Évidemment, tout a changé. Les Juifs ont quitté New York. Les Juifs sont partis en banlieue, les Juifs sont partis en Floride, les Juifs se sont dispersés à travers les États-Unis. Mais qu'un maire de New York ne soit pas quelqu'un qui se rende en Israël lors d'une mission de solidarité après, pas qu'il ait été maire, mais évidemment, j'étais dans un avion en 1991 quand les Scuds tombaient, je suis venu en Israël. Les avions étaient vides, l'avion était vide et nous étions à peine 7 dans l'avion. C'était moi et le maire, David Dinkins, et son entourage, et c'est tout ce qu'il y avait dans l'avion. Hanel de Kennedy et Dinkins n'étaient pas un ami des Juifs. Dinkins a en fait permis qu'un pogrom ait lieu à Brooklyn plus tard cette année-là. Mais il savait qu'il devait montrer le drapeau, c'est-à-dire le drapeau israélien, au moins pour conserver sa base de soutien. Chaque maire l'a fait. Chaque maire, même Bill de Blasio, qui a probablement des opinions sur Israël assez similaires à celles de Mamdani, a néanmoins cherché à séduire. Le vote juif, vous savez, est allé en Israël, a fait tout cela. Donc maintenant, nous avons un maire qui est... il ne le fera pas, ni ne le dira. C'est bien connu. Il ne dira pas que mondialiser l'intifada ne devrait pas être dit, car cela signifie massacrer des Juifs dans le monde. Il n'est pas un partisan d'Israël en tant qu'État juif, il dit qu'il soutient Israël en tant qu'État et il dit qu'il est un défenseur de l'égalité des droits pour tous. Donc, vous pouvez interpréter cela comme vous le souhaitez, selon ce que cela signifie pour Israël. C'est super qu'il soutienne l'égalité des droits. J'aimerais l'entendre faire une déclaration sur, disons, vous savez, l'Iran et l'Irak et leur traitement des Kurdes et le traitement des Kurdes par la Turquie ou, vous savez, le traitement des Bédouins au Liban et en Syrie. Ce serait un exemple de parler de l'égalité des droits pour que tous les peuples aient les mêmes droits dans les pays. Mais bien sûr, c'est très localisé et ciblé sur Israël. Il est devenu adulte politiquement à l'université, à Bowdoin College dans le Maine, en créant une section étudiant pour la justice et la Palestine. Son père de Mahmoud Mamdani est professeur à l'Université Columbia et il est un anticolonialiste islamique. Et sa mère, Mira Nahir, réalisatrice qui a fait Salam Bombay et Mississippi Masala ainsi que quelques autres films, a été, je crois, la première grande réalisatrice à refuser que ses films soient projetés au Festival du film de Jérusalem. C'était il y a 14 ans. Donc, elle est en quelque sorte une pionnière du boycott, des investissements et sanctions dans le domaine artistique. Voilà d'où il vient. Il a baigné dans les Students for Justice in Palestine, la haine d'Israël, et il est devenu député à New York. Mais vous savez, la question est, a-t-il été élu parce qu'il a parlé de certains sujets qui préoccupent vraiment les gens à New York? Ses opinions sur Israël étaient-elles un obstacle qu'il a dû surmonter ou bien ont-elles accéléré son succès? Et ma grande crainte, c'est que ce soit la seconde option qui soit vraie et non la première, que la recette secrète de Mamdani
Et il a obtenu 51% des voix. Être anti-Israël, être un ennemi d'Israël, être quelqu'un, un homme politique en Amérique qui dit qu'il ne soutient pas Israël en tant qu'État juif, c'est quelque chose de très inhabituel. Je veux dire, je pense qu'il y a 5 ou 6 ans, il n'y avait probablement qu'un ou deux hommes politiques sérieux aux États-Unis qui auraient réellement adopté ce point de vue. Et maintenant, le maire de la plus grande ville du pays partage ce point de vue et met en garde. Écoutez, beaucoup de choses que Mamdani a promises semblent être des choses sur lesquelles il n'a aucune autorité pour agir. Vous savez, il n'a aucune autorité sur le système de transport en commun et il n'est pas certain qu'il puisse geler les loyers et toutes ces choses qu'il a promises. Il ne peut probablement pas non plus. A-t-il vraiment l'autorité d'arrêter le Premier ministre Netanyahou s'il vient à New York, comme Mamdani l'a menacé de le faire? Mais le fait qu'il le dise et qu'il le dise ouvertement, cela semble très inquiétant. Et était sûr de sa façon de dire. Non, non, ce n'est pas que je déteste les Juifs ou l'État juif. C'est seulement Netanyahou et son gouvernement à cause de ce qui se passe à Gaza. On pourrait le croire. Mais il avait chaque jour l'occasion de dire « J'accepte l'existence d'Israël en tant qu'État juif ». Il s'est présenté pendant presque un an. Il aurait pu dire n'importe quel jour « J'accepte simplement Israël comme État juif » sans forcément le soutenir. Il ne l'a pas fait. 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 Puis-je poser une question? Vous avez dit que 12% de la population de New York est juive. À Londres, quand Gorby a dirigé le Parti travailliste, ses principaux opposants étaient des juifs du parti, disant qu'il avait pris le contrôle. Ce n'est pas le Parti travailliste. Pourquoi ce type, qui a un problème avec les juifs et Israël, est-il chef? C'étaient eux les partisans les plus fervents. Et on ne pouvait trouver que des juifs de l'extrême gauche, vraiment radicales, pour soutenir Corbyn, mais il a clairement eu plus de soutien que seulement l'extrême gauche. Il a eu environ 30% du vote juif, si je ne me trompe pas. Nous ne le savons pas encore, c'est l'une des choses. Mais qu'est-ce que cela dit sur les juifs américains qu'ils puissent obtenir un niveau de soutien aussi élevé? Je ne suis pas sûr de faire confiance à ce chiffre basé sur un seul sondage de sortie des urnes de CNN. La façon de savoir quel est le vote juif à New York, parce que je suppose que c'est probablement plus près de 75% qui ont voté contre lui, c'est de faire un comptage bureau de vote par bureau de vote là où vivent les Juifs. Et c'est classique que les sondages de sortie des urnes comme celui-ci aient un problème de marge d'erreur. Et donc, je pense que les Juifs de New York ont fait mieux que ce que suggère ce sondage de sortie des urnes. Mais qui sont les personnes qui se disent juives et qui ont voté pour Mamdani? Ce sont des Juifs qui n'ont pas de... pour qui Israël n'est pas un sujet important, ou pour qui Israël est un sujet important, mais d'une manière différente de la nôtre. Ceux qui veulent qu'Israël soit puni. Ceux qui pensent que, vous savez, que le gouvernement Netanyahou est maléfique et qui considèrent qu'Israël est un pays génocidaire. Il y a beaucoup de Juifs très à gauche qui croient cela. Et s'ils existent, quelque part en tant que population électorale, c'est à New York, faisant partie de cette population juive de 90 000 personnes. La question est donc, que se passerait-il s'il n'y avait pas autant de Juifs à New York? La question est, comment la plus grande ville du monde, et certainement d'Amérique, ou l'une de ses plus grandes villes, comment a-t-elle pu permettre à l'antisémitisme de s'infiltrer, d'être toléré? Et cela va se retrouver à Gracie Mansion. On dit souvent que l'antisémitisme est le canari dans la mine de charbon, non? Et que les sociétés qui tolèrent l'antisémitisme sont en déclin. Donc, si on met de côté la question juive un instant, c'est horrible pour les New-Yorkais de toute façon, n'est-ce pas? Je veux dire, Donald Trump n'est pas juif, mais c'est un vrai New-Yorkais, et il est horrifié par cela. N'est-ce pas? Donald Trump a près de 80 ans, Zora Mamdani en a 33 ou 34, je ne me souviens plus. 34, oui. D'accord. Donc, le problème, c'est que j'ai 64 ans. Donald Trump a presque 80 ans. Mamdani a 34 ans. Nous sommes tous de générations différentes. Je me souviens du monde des années 70, comme Trump se souvient du monde des années 60. Mamdani représente le monde des personnes qui vivent à New York, qui y vivent depuis 15 ans et qui ne connaissent rien à l'histoire juive. Ils connaissent Seinfeld et les Bagels et c'est tout. Alors, qu'est-ce que cela signifie qu'il soit élu en tant qu'antisémite?
Cela signifie que l'antisémitisme a été capturé. La voie pour son parcours a été tracée pour lui par Ilhan Omar, Alexandria Ocasio ou Rashida Tlaib. Bernie Sanders, l'avant-garde de ses opinions aux États-Unis, a commencé à tracer la voie. Et il a maintenant achevé, je vais encore utiliser ce mot, la cacherisation de l'antisémitisme au sein du Parti démocrate. Parce que non seulement il a les opinions qu'il a, mais il a maintenant prouvé qu'elles peuvent réussir électoralement dans un endroit où il y a de l'opposition à son antisémitisme. Et c'est la plus grande population en Amérique qui vote sur ces questions, et pourtant il obtient la majorité des voix. Puis-je dire quelque chose? Pour Israël, c'est un gros problème car notre sécurité dépend fortement des États-Unis. Et nous avions toujours l'habitude de dire, quand j'étais diplomate israélien, vous répétez que nous avons le soutien bipartisan pour Israël des deux côtés de l'échiquier à Washington, district de Columbia. Vous dites en somme que c'est fini. Et nous savons qu'un président démocrate sera élu dans les 10 prochaines années. Président, bien sûr. Sera-t-il un président anti-Israël? Oui, je veux dire, il est plus probable qu'il ou elle soit un président anti-Israël plutôt que l'inverse. Imaginez Kamala Harris gagnant en 2024 plutôt que Donald Trump. Pensez-vous que 2025 se serait déroulé comme elle l'a fait? Et elle faisait partie d'une administration qui a été meilleure envers Israël que ce à quoi je m'attendais, puisque Joe Biden était le vice-président de Barack Obama. Barack Obama, le pire président pour Israël dans l'histoire des États-Unis, le moins amical, celui dont la politique a été la plus menaçante avec l'accord sur l'Iran et qui a ensuite permis le vote contre Israël à l'Organisation des Nations Unies, Joe Biden. Vous savez, d'une certaine manière, pendant les 3 premiers mois de la guerre, Joe Biden ne nous a pas laissé tomber. Les choses sont devenues plus compliquées, mais Kamala Harris allait clairement dans l'autre direction et n'aurait pas agi ainsi en tant que présidente. Donc, cela a une énorme importance pour la sécurité nationale d'Israël. Parce que si vous regardez la crise dont nous sortons à peine, espérons-le, la guerre, n'est-ce pas? Sans l'aide américaine à Israël, la situation serait très difficile. Et ce que vous me dites, en tant qu'Israélien, c'est que ce n'est pas quelque chose sur lequel je peux compter à moyen terme. Trump terminera son mandat dans 3 ans et demi, sans certitude sur son successeur. Oui, c'est pire que ça parce qu'il y a une lutte au sein du Parti républicain et le vice-président des États-Unis. Et le prétendu favori possible pour 2028 ne montre pas beaucoup de signes d'être particulièrement favorable à Israël ou en tant qu'État juif. Il fait référence à son voyage à Jérusalem-Est pour faire la marche du pèlerin dans la vieille ville, ce qui a été une grande émotion pour lui, parce qu'il s'est rendu là où Jésus a marché. Un message très très clair, il est allé à l'église du Saint-Sépulcre, il n'est pas allé au mur occidental. De nombreux signaux sont envoyés par James David Vance, qui aimerait, de son propre chef, peut-être orienter la présidence républicaine dans une direction différente. C'est un incendie de 8e alarme, ce n'est pas une blague. Et les gens doivent comprendre, je ne sais pas, je n'ai pas de solution à ce problème. Ma seule solution à ce problème, c'est qu'Israël l'emporte et que le monde comprenne qu'Israël a gagné cette guerre et qu'il est la puissance dominante au Moyen-Orient. Parce que les Américains aiment les gagnants, c'est vraiment le cas. Je pense que c'est en partie pour cela que les choses se sont passées ainsi ces 2 dernières années et demie. Le 7 octobre, pour la première fois, cela a donné l'impression aux gens qu'Israël était en difficulté et pourrait être vaincu. Et à ce moment-là, tous les cafards sont sortis de l'ombre, ainsi que toutes les maladies. La boîte de Pandore a été ouverte. De combiner l'antisémitisme classique, de l'antisémitisme nouveau, tout cela dans une seule marmite. Et donc, vous savez, ce qu'Israël peut faire, c'est montrer au monde qu'il a affronté cet ennemi. C'est vrai. Donc, la restructuration jouera un rôle dans la restructuration du Moyen-Orient pour le meilleur. Et ensuite, nous verrons comment cela fonctionne. C'est ironique. Nous en parlons souvent. Vous avez aussi souligné à quel point c'est amusant. La gauche israélienne a soudainement développé cette histoire d'amour avec Donald Trump. Et pourquoi est-ce particulièrement drôle? C'est drôle parce qu'on sait que la gauche déteste Donald Trump. Et la gauche en Israël a utilisé cela comme excuse pour critiquer encore plus Netanyahou.
Comme si seul Trump se souciait des otages, seul Trump se souciait de la guerre, contrairement à Netanyahou. Et Trump nous a sauvés. Mais ce qui est vraiment triste, c'est que ces mêmes personnes sont celles qui disaient cela. Netanyahou a provoqué une fracture en Amérique entre le Parti démocrate et le Parti républicain, ce qui est totalement absurde. Je te l'ai répété plusieurs fois. Cette fracture vient des démocrates devenus plus radicaux, pas d'Israël. Comme tu l'as dit, le problème vient aujourd'hui du Parti républicain. Il y a ces germes de la branche Tucker Carlson et John David Vance ne s'est pas encore exprimé ouvertement à ce sujet, mais il montre des signes. Donc, ce que plus d'Israéliens, je pense, doivent réaliser, c'est que nous devons soutenir davantage les républicains du type Marco Rubio. Et il en va de même pour les Juifs américains. Mon conseil, arrêtez de croire que le Parti démocrate est de votre côté et concentrez-vous sur cela. Mais voilà le problème. Le problème, c'est que ce combat en Amérique, Tucker Carlson, Nick Fuentes, si les gens ici y prêtent attention. Oui, ils le font. Il y en a un, ne sait pas, mais tu dis que Rubio, avec tout ça, ça ne pourrait pas tomber à un pire moment pour des gens comme toi et des gens comme moi. Qui l'aurait dit? Les Juifs américains et les Juifs doivent se réveiller et comprendre que, comme les Juifs britanniques, le Parti travailliste n'était plus un foyer pour eux. Et la communauté juive britannique est très petite. Je veux dire, elle est minuscule, c'est 250 000 personnes ou quelque chose comme ça. Donc, son effet électoral est bien sûr négligeable. Mais c'était une population qui est passée de 70% de soutien au Parti travailliste à 70% de soutien aux conservateurs. Et le fait est qu'une chose comme ça pourrait arriver en Amérique. Mais cette bizarrerie entre Carlson, Fuentes et Vance en ce moment signifie que l'effet de terreur provoqué par l'ascension de Mamdani est compromis. Parce que c'est comme, on est censé aller par ici. Ils soutiennent des nazis, comme Nick Fuentes le dit, il est nazi et il adore Staline. Et Tucker Carlson lui offre une tribune. La Heritage Foundation, la fondation conservatrice la plus importante d'Amérique, dit qu'elle ne se coupera pas de son cher ami Tucker Carlson et tout ça. Donc ce n'est pas le bon moment pour dire que le Parti républicain est une merveilleuse maison pour les Juifs. J'aimerais que ce soit le cas, que l'on puisse le dire, car ce serait rassurant. Et c'est quelque chose que je dis depuis 15 ans maintenant. Vous avez le président américain le plus pro-Israël de l'histoire, sans doute, et même cela est compromis par cette aile populiste qui essaie d'imposer ses vues pour l'ère post-Trump. Cela pourrait ne pas être favorable à Israël. Donc, vous avez des gens défavorables à Israël à gauche, défavorables à Israël à droite. Où allons-nous? Je n'en ai aucune idée. Vous savez, si on retourne à New York, je pense qu'il y a un parallèle historique. Comme Ruthie vous le dira, car elle s'assoit avec moi chaque semaine, je suis parfois un peu intello. Je ramène toujours des exemples historiques. La plus grande communauté juive d'Europe centrale et occidentale se trouvait à Vienne. La communauté juive, au tournant du siècle précédent, vers 1900, la plus grande communauté juive de cette partie du monde était à Vienne. La communauté juive de Vienne dépassait celle de Londres, Paris ou Berlin. C'était le centre de Rome, et ils avaient un maire antisémite dans ce centre juif important. Vienne évoque immédiatement Freud et Herzl. Un gars appelé Luger, Karl Luger, qui était-il? Il se disait non socialiste chrétien, mais du mouvement social chrétien. Et il a fait appel à un antisémitisme de bas étage. Certaines personnes disent, parce que Hitler était présent à la fin de sa vie, qu'il a puisé ses idées chez un homme appelé Karl Luca. Ainsi, dans une ville à forte population juive, la gauche élit un homme antisémite. Ce qui est intéressant, c'est le fait que ce soit 20%, 25% ou 30%. Le fait que les Juifs américains, comme vous l'avez dit, je pense, malheureusement, à juste titre, au moins une partie d'entre eux, et surtout à New York, évidemment, peut-être. La position de Mamdani sur Israël n'est pas un problème pour eux. Ils croient qu'Israël est terrible. C'est la philosophie du Tikkun Olam, complètement renversée et devenue folle. Oui, l'idée que faire le bien signifie que les Juifs doivent ignorer leurs différences et intérêts propres. Les Juifs, je rappelle toujours aux gens, rappelez-vous ce qu'était le monde pour les Juifs avant qu'il n'y ait Israël. Oui, ces gens qui ne pensent pas qu'Israël devrait être juif.
Comment était la vie pour les Juifs quand mon père est né en Allemagne en 1931? À quoi ressemblait le monde pour les Juifs, n'est-ce pas? Écoutez, je ne suis pas sûr que la plupart des Juifs dont nous parlons connaissent les paroles. Tikkun et Olam. Juste pour être clair, il existe tout un monde de Juifs religieux de gauche ou de Juifs de gauche cultivés, qui sont des fanatiques du Tikkun Olam. Les personnes dont je parle ne connaissent rien au judaïsme et elles en ont honte dans leur entourage à cause du comportement d'Israël. Quand quelqu'un dit qu'Israël commet un génocide, ils pensent qu'Israël le fait. Phil le dit, donc ça doit être vrai. Et ils ne sont jamais venus ici. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ne vont probablement pas à la synagogue pendant les grandes fêtes. Peut-être qu'ils font un seder, peut-être pas. Donc je ne parle même pas de ce monde-là. Il existe un monde de synagogues de gauche qui sont mauvaises sur ces sujets. À un pâté de maison de chez moi, à New York, il y a JNS Télévision, un endroit ignoble, misérable et répugnant. Mais ceux dont je parle, qui ont peut-être réellement voté pour lui, sont des Juifs pour qui leur judaïsme est comme vous savez, un peu d'épices dans leur ragoût. Moi, je suis fade, je ne suis rien. Mais vous savez, mon grand-père est venu, mon arrière-grand-père est venu en bateau et vous savez, il venait d'Europe et donc je ne suis pas n'importe qui. J'ai une position raciale, je suis heureux. Une position politique? Je ne le suis pas. Ça ne m'oblige à rien, comme apprendre un mot d'hébreu ou faire quoi que ce soit. Mais je suis juif autant que toi. Enfin, en fait, selon Dieu, c'est plutôt vrai. Si tu as les deux, si tu as une mère juive, mais ce n'est évidemment pas vrai dans le monde tel qu'il est. Et la question a toujours été, il est très difficile de savoir combien de personnes dans la communauté juive sont comme ça. Il est clair qu'Israël n'est pas la principale préoccupation ni la question politique majeure pour les Juifs américains qui ne sont pas d'une forme traditionnelle. Par exemple, je suis un Juif conservateur, mes enfants vont à l'école juive, je mange kasher, mais je ne suis pas comme ça. Une personne pratiquante ne devinerait pas que je le suis aussi. Dati aussi éloigné que possible. Et pour nous et pour les gens de mon école juive qui me ressemblent beaucoup, Israël est une préoccupation centrale et après le 7 octobre, c'est la préoccupation centrale. Antisémitisme et cela vont ensemble. On ne peut pas les séparer. Mais vous savez, pour beaucoup de gens, c'est l'avortement. Pour beaucoup de gens, c'est l'avortement. Donc, si c'est l'avortement, vous savez, c'est comme, d'accord, je suis juif ou pas, mais j'ai besoin de mes avortements. Je vote pour le parti soutenant l'avortement. Jusqu'au 9e mois. Jusqu'à ce qu'ils aient 11 mois. N'est-ce pas? Moi, je crois à l'avortement seulement quand ils ont 16 ans et te claquent la porte. Mais tu sais, quand on se demande juste ce qu'on fait pour la fête. Et t'as dit, c'est vraiment dangereux parce que les républicains, tu sais, les Tucker Carlson, eh bien, tu sais, on se plaignait. Des gens comme nous demandaient pourquoi les démocrates n'agissaient pas fermement. Contre les... Et le radical de leur parti, au lieu de lui céder et de littéralement s'agenouiller, comme nous l'avons dit, George Floyd. Et donc, c'est devenu totalement radicalisé. Eh bien, c'est notre devoir, en tant que républicaine, de faire la même chose dans le Parti républicain, parce que cela ne devrait pas être représentatif. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et les républicains, même ceux avec qui j'ai de grands désaccords politiques, comme Josh Hawley, le sénateur du Missouri, qui est un peu isolationniste, je ne l'aime pas. Il a dit « Cela n'a pas sa place dans notre parti, c'est horrible et dégoûtant ». J'ai été très impressionné par cela. Cela montre qu'il y a de la fermeté par rapport à ces questions, que les démocrates sont... Mike Johnson dit, il y a beaucoup de gens là-bas qui le sont. L'essentiel... Moment de revenir. Plus récemment, c'était Nancy Pelosi, présidente de la Chambre en 2019, lorsque Ilhan Omar a été élue à la Chambre et elle a obtenu la majorité. Ilhan Omar a affirmé que le soutien à Israël était motivé par l'argent, insinuant que les Juifs achetèrent ce soutien. Et Nancy Pelosi, qui siège à la Chambre depuis environ 700 ans, a décidé qu'elle allait essayer de proposer une résolution condamnant Ilhan Omar pour avoir utilisé ce langage.
et le caucus démocrate à la Chambre s'est révolté contre elle. C'était elle qui avait permis aux démocrates d'obtenir la majorité. Et ils ont dit, nous ne voulons pas d'ennemis à gauche, nous ne voulons pas la condamner. Ils ont rédigé et voté une déclaration condamnant toutes les formes de haine, l'antisémitisme et l'islamophobie. C'était le moment clé car elle était une ancienne figure de la gauche dominante. Mais elle disait, vous ne pouvez pas dire ça sur Israël. C'est mauvais pour nous, c'est mauvais pour nos donateurs, c'est mauvais. Et toi, tu ne devrais pas le dire de toute façon. Et tu n'es qu'un petit nouveau arrogant. Tu viens juste d'entrer en fonction, laisse-moi te remettre à ta place. Et elle s'est fait remettre à sa place. Et ce message a été la clé de ce parcours. Tu sais, il y a eu des moments en chemin où, en 2012, la Convention démocrate a hué l'idée que Jérusalem soit la capitale d'Israël, jusqu'à ce que Pelosi soit incapable d'adopter une résolution contre l'antisémitisme telle qu'elle avait été évoquée par un membre du Congrès. Et tout cela, ce sont les événements précédents qui ont rendu possible Mamdani. Et l'ironie ici, c'est que toute personne connaissant l'histoire du soutien américain à Israël le sait. En fait, dans les années 1940, quand cela comptait, c'était les progressistes, c'était Eleanor Roosevelt, c'était les libéraux. Il y a une explication. Truman soutient autant la partition et reconnaît Israël après notre indépendance, car il craint le candidat de gauche en 1948, Wallace. Un livre a été écrit par l'auteur du Wall Street Journal. Son nom m'échappe, je vais m'en souvenir, je devrais m'en souvenir. Le chroniqueur-auteur de Le Chariot sur Israël, je vais m'en souvenir bientôt, il précise qu'un mythe affirme que les Juifs ont convaincu Truman, mais ce sont les progressistes et les travailleurs, pas les Juifs. Nous défendions une cause progressiste. Lutter contre le fascisme impliquait de fonder un État juif. Quand on évoque l'amélioration du monde ou le tikkun olam, il s'agissait d'offrir aux Juifs, peuple longtemps persécuté, une patrie. Et maintenant, c'est l'inverse. À l'époque, bien sûr, les républicains étaient aperçus comme les représentants des compagnies pétrolières et de l'establishment white anglo-saxon protestant avec leur club privé, qui ne voulaient pas de Juifs comme membres. Écoutez, quand j'ai déménagé à Washington en 1984, j'y ai vécu pendant 15 ans, le Parti républicain était divisé à parts égales entre les pro- et anti-Israël. Il disait, pourquoi s'embêter avec cet endroit? Et nos intérêts sont vraiment ailleurs. Je veux dire, nous avons des problèmes de pétrole, nous avons des soucis avec le pétrole, et nous n'avons pas besoin d'être, vous savez, particulièrement favorables à ce petit pays, contrairement à ces 20 autres pays où nous avons des intérêts. Et le salut du Parti républicain et d'Israël, de cette manière, a été la montée du mouvement sioniste chrétien qui a réellement vu le jour dans les années 1970 et au début des années 1980. Il croyait qu'au moment, vous savez, dans le Lech Lecha, lorsque Dieu dit à Abraham, « Je bénirai ceux qui te bénissent et maudirai ceux qui te maudissent. » Et il croyait au sens littéral de la parole de la Bible. Et il disait, nous devons soutenir Israël parce que Dieu nous l'a ordonné. Et le passage d'un parti d'hommes, du pétrole de Club UP à un parti populiste, soutenu en grande partie à la base par des personnes qui croyaient, pour des raisons théologiques, qu'elles étaient obligées de soutenir Israël, cela a été l'un des miracles de l'existence d'Israël. C'est l'un de ces moments où l'on sent qu'il se passe quelque chose de surnaturel ou providentiel, parce que cela devait arriver. Alors que les démocrates devenaient plus laïques et moins convaincus qu'Israël était progressiste, l'élection de Begin a marqué la fin de cette image. Je dois corriger, j'ai omis le nom de l'auteur. Il s'agit de Walter Russell Walton et le livre est L'Arche de la Compagnie. C'est un livre remarquable sur les relations israélo-américaines pendant la période formatrice. Ruthie. C'est merveilleux. Eh bien, tu sais, comme notre temps touche à sa fin et que nous devons conclure, j'aimerais dire que je me sens vraiment soulagée de vivre en Israël. Je veux dire, j'ai grandi à New York. Jusqu'à un âge assez avancé, je veux dire. J'ai déménagé en Israël quand j'avais 19 ans. Et je dois dire, et je l'ai répété de nombreuses fois à des gens qui disent, eh bien, c'est tout aussi dangereux de vivre en Israël quand il y a des missiles qui volent et des terroristes partout. Mais je dois vous dire que l'idée que quelqu'un m'appelle « sale juive » me fait plus peur que de courir me réfugier dans un abri anti-bombe. Je ne sais même pas pourquoi, même si la personne n'était pas violente.
C'est tout simplement tellement terrifiant pour moi qu'avec tout ce qui se passe, je me dis juste « Dieu merci, je vis ici parce que je le peux ». Tu sais, je ne supporte pas la gauche israélienne, surtout depuis que j'ai le... Ils ont encore moins le droit de ne pas remarquer dans quel quartier ils se trouvent. Au moins, tu sais, on est en sécurité. C'est ainsi que je me sens ici, malgré tous les ennemis. Donc, je dirais, la seule réponse à vous donner est donc, dans notre famille, donc, vous êtes ici pour établir la famille. Tête de pont, 4 enfants, vous avez 4 petits-enfants. Et vous savez, vous avez créé une vie juive pour la famille Podoritz ici. Et je suis de retour en Amérique, me battant pour vous contre les méchants. Maintenant, je dois le faire dans ma ville, pas seulement dans mon pays. Alors je vais ajouter, Ruthie a dit, elle est née à New York. Tu es né à New York, toi aussi. Je pense être né à Melbourne, Australie. Comme déjà mentionné, nous n'avons jamais eu d'invité dans notre émission. Ruth a dit qu'on faisait une exception pour son frère. J'étais content, surtout que ta visite coïncide avec celle de Mamdani. Tu viens de New York et tu as déjà écrit et parlé de ces sujets dans ton podcast. Pour être juste, j'ai 3 frères et sœurs en Australie et je veux le dire à la caméra. Debbie, Lily, Alex. Vous pouvez aussi venir participer à cette émission. Si John peut être ici, vous avez aussi le droit d'être ici. Et d'ici là, à la semaine prochaine, c'était Israël Undiplomatique.